C'est la fin de la Première Guerre mondiale et ses millions de morts. Cette première guerre industrielle a permis à l'économie et à la science de faire un prodigieux bond en avant, nouveau paradoxe de l'humanité. Une nouvelle ère arrive. On y voit naître des courants et des tendances dont le point commun est la liberté d'expression et la volonté de quitter les sentiers battus de l'art traditionnel. L'école des surréalistes, le Bauhaus, le jazz, Picasso, Modigliani, Man Ray et Isadora Duncan. L'art déco et ses audaces architecturales, la coupe à la Louise Brooks, la mode selon Poiret et la sortie du numéro 5 de Chanel. De Méliès aux expressionnistes allemands, l'Europe est le vivier du 7e art. Mais 14-18 permet aux Américains de devenir, en 3 ans, les premiers producteurs de films au monde. Ligue de censure aidant, les scénarios deviennent de plus en plus conventionnels afin de préserver les valeurs morales américaines. Erich von Stroheim et Karl Laemmle, ou quand le réalisateur le plus fou du cinéma réussit à convaincre le fondateur des studios Universal. Un séducteur à l'œil gourmand et au sourire ironique qui aimait l'uniforme, l'alcool, les femmes lascives et les Amazones. Comme D.W. Griffith, Orson Welles ou Todd Browning, il fut l'un des réalisateurs qui marqua le plus l'histoire du cinéma. Comme eux, il fut vaincu et humilié par Hollywood, et pourtant, rares sont ceux qui connaissent sa carrière de cinéaste. Les 9 films qu'il mit en scène furent tous mutilés ou détruits par les studios ou la censure. De mon enfance en Autriche, je ne veux pas parler. Mon père militaire, mes études écourtées, mon engagement dans l'armée et mes frasques qui ont pratiquement déshonoré ma famille, je ne dirai rien. En 1909, je quittais ma ville, mon pays et toutes les femmes que j'avais connues et embarqué pour ce grand pays qui m'apparaissait alors comme un mythe en marche, les États-Unis. La traversée fut un enfer et je passai symboliquement des ténèbres à la lumière lorsque nous arrivâmes au port d'Ellis Island. J'ai commencé à travailler comme ouvrier, puis comme garçon. Le travail ne m'a jamais fait peur et il n'y a pas de métier dont on peut avoir honte. Un jour, je trouve un poste comme vendeur de lingerie féminine. Le loup lâché dans la bergerie. Pour moi, les femmes sont le moteur de la vie, son unique raison d'être. La seule relation fondamentale entre un homme et une femme est la relation sexuelle. Tout le reste n'est qu'excuse, lâcheté ou prélude à cela. La vie autour de nous, la nature, tout respire la sexualité. Les hommes seraient plus heureux s'ils acceptaient pleinement cette part d'eux-mêmes. Je quittai précipitamment ce poste après qu'une cliente se soit plainte auprès de la direction. Je célébrais cette nouvelle situation, prêt à prendre un nouveau chemin. Je décampais pour la côte ouest, loin du chaos de New York et de mes nouveaux ennuis. On recherchait des visages exotiques et différents pour jouer dans des films de cinéma. Hollywood. Ici, c'est tout le contraire. Les femmes sont émancipées, on ne demande pas de diplôme pour obtenir un travail. La meilleure carte à jouer dans ce métier est de s'adresser directement au plus grand. Le plus grand depuis les débuts du cinéma s'appelle D.W. Griffith. Je suis d'abord simple silhouette en intolérance, exécutant même des cascades. Un jour, j'explique à un figurant habillé en soldat prussien qu'il ne porte pas les bons insignes. Il n'y a pas de hasard et la vie est ce que vous en faites. D.W. Griffith passait à ce moment-là et, après avoir écouté ma remarque, me fit appeler. Il m'embaucha comme conseiller artistique sur son film Heart of the World. Puis, comme la mode voulut que le méchant soit allemand, mon physique et mon accent me permirent de jouer une série de personnages plus ou moins haïssables. Je jouais si bien qu'on me surnomma rapidement « l'homme que vous aimerez haïr ».
D.W. Griffith appréciait les hommes décidés et convaincus. Il me proposa de l'assister. C'est ainsi que je fis mes classes, auprès du meilleur. Une chose toutefois me laissait perplexe. Pourquoi ne montrait-on jamais la réalité de la vie dans les films ? Comment les spectateurs pouvaient-ils croire à un mélodrame ou à un western où l'on ne tirait que des cartouches à blanc ? Je décidai alors d'écrire moi-même le scénario d'un film qui reprendrait la base des ingrédients que je considérais comme fondamentaux. Sûr de moi, je pris rendez-vous avec l'un de mes compatriotes européens, le fondateur des studios Universal, Carl Laemmle. Je me souviens de mon arrivée aux États-Unis, il y a longtemps de cela. Nous étions le 27 février 1884. J'arrivais à New York, je venais de quitter mon père après la mort de ma mère. Mon frère, déjà installé aux États-Unis, me trouva rapidement du travail comme aide-comptable. J'étais sérieux et j'évoluais rapidement au sein de la compagnie. J'ai gravissé petit à petit tous les échelons et j'ai gagné de mieux en mieux ma vie. Mon épouse et moi avons décidé d'investir notre argent dans ces drôles de petites machines qui permettaient de voir des images animées. Nous étions en 1906 et les classes moyennes se divertissaient peu. Les gens se précipitaient pour voir ces petits films et nous refusions chaque jour du monde. On pouvait y voir des combats de coqs, des matchs de boxe et des jeunes filles dénudées. Le succès fut immédiat. La mode de Nickelodeon et de ces petits films me lança dans le cinéma. En tant que pionnier de cet art, William Fox et moi refusions de verser une taxe au Trust Edison qui revendiquait la paternité des brevets de tournage et de projection. J'ai créé alors ma première compagnie de production, la IMP. Nous produirons plus de 100 films la première année. J'embauchai la petite Gladys Smith, qui deviendra plus tard la riche et célèbre Mary Pickford. En pleine gloire, je vendais alors la IMP et utilisai ce fonds pour constituer la première véritable compagnie indépendante de production et de distribution, la Universal Film Manufacturing Company. Nous étions en 1912. Harold Lloyd, le futur comique, Rudolph Valentino, la légende en devenir, Lon Chaney, l'acteur de génie, le jeune producteur Irving Thalberg, tous sont passés entre mes mains. Je n'ai jamais su retenir et motiver mes employés, et lorsque Erich von Stroheim me proposa de réaliser un film, ma première pensée fut de refuser. Mais il avait un tel aplomb et semblait si sûr de lui que je pris le risque. Je lui proposai $200 par semaine pour être scénariste, réalisateur et acteur. J'avais écrit The Pinnacle, rebaptisé Marie aveugle par les studios, en me réservant le rôle principal, car je ne connaissais personne capable d'interpréter mieux que moi un héros aussi vrai et aussi complexe. Passionné et en proie à la culpabilité, mon double évolue sur un scénario qui choque la mentalité puritaine de l'époque. Marie aveugle met en scène un trio isolé dans les montagnes. Je séduis la femme de l'homme avec qui je partage le refuge. Elle sent mon désir et je sens le sien. Elle en joue un peu et laisse presque sa part animale prendre le dessus. Mais la morale, les conventions, la société pèsent de tout leur poids sur sa conscience et elle se refuse finalement à moi. Au cours d'une excursion, le mari m'attaque et je meurs en chutant dans le vide. L'honneur de la femme est sauf.
L'histoire est aussi vieille que l'humanité. Elle raconte le désir, la jalousie, le plaisir et la mort. Je voulais montrer la vie, les hommes, les femmes et le sexe sans tenir compte de l'hypocrisie de l'époque qui obligeait les réalisateurs à plus de discrétion. Le film est une des meilleures réussites de l'année, avec le lys brisé de Griffith, et les critiques sont étonnés par l'originalité du scénario et par la maturité de la réalisation. Grâce à moi, il aurait suffi d'un film pour lancer Erich von Stroheim. Passionné par les cartes, j'ai demandé à Stroheim d'écrire un film autour du jeu. Il revint me voir avec un scénario étonnant et très novateur. Il a dans l'idée de mettre en scène un film d'au moins 4 heures afin d'approfondir la psychologie de ses personnages. Après le succès des Maris aveugles, je lui ai donné carte blanche. Pour mon troisième film, j'ai décidé d'aller au bout de mon idée sur la manière de montrer le réalisme de la vie. Les hommes et les femmes sont attirés l'un vers l'autre depuis toujours. Les jeux de la séduction et du sexe doivent être librement vécus. Un film doit pouvoir exciter tous les sens. Montrer l'excitation de l'homme, le désir de la femme qui attend celui qu'elle veut, la vue d'un sein ou d'une épaule dénudée, le froufrou d'un sous-vêtement en soie, la vision d'un homme qui mange un gigot à pleine main et une femme qui s'enivre de vin. L'odeur doit être suggérée. L'odeur est l'un des moteurs de la sexualité, l'essence même du désir. Dans tous mes films, j'essaie de montrer comment le plaisir peut être pris là où l'on ne l'attend pas. La conscience de soi, le respect et la confiance de l'autre fait tomber toutes les barrières, toutes les limites et les inhibitions de la morale et de la société. Ma grande satisfaction fut de voir que Folie de femme plaisait autant aux femmes qu'aux hommes. Le film raconte l'histoire d'un aventurier, le comte Karamazine, accompagné de ses 2 cousines, qui se fait passer à Monte-Carlo pour un aristocrate russe en exil. Le faux comte séduit l'épouse de l'ambassadeur, puis lui demande d'écouler de la fausse monnaie avant de lui extorquer de l'argent. La bonne tombe également sous son charme, mais par jalousie, met le feu à l'appartement où se trouve le couple adultère. Le faux comte s'échappe lâchement le premier des flammes et se fait violemment gifler par le mari. Humilié, il trouve refuge dans les bras de la fille du faux monnayeur qui le surprend, le tue et jette son cadavre à l'égout. En tant que réalisateur, von Stroheim a pour la première fois la possibilité de laisser libre cours à son génie. Il n'est pas contraint de respecter un petit budget et peut aller au bout de ses aspirations. Le film doit être réaliste. Les façades du casino de Monte-Carlo et du Café de Paris sont fabriquées en taille réelle. Son souci du détail est stupéfiant. Pancartes, monogrammes, lampadaires, costumes. Pratiquement toutes les scènes montrent un arrière-plan qui vient renforcer l'aspect authentique du film et le rendre encore plus crédible. Sa minutie et son professionnalisme donnent une véritable dimension à Folie de femme. Pour la fête nocturne, le port est reconstitué en studio. On y trouve également son empreinte, un courant érotique fort, des perversions montrées explicitement à l'écran, le voyeurisme du comte, l'exhibitionnisme de ses cousines, les relations sadomasochistes de ses personnages. La dualité entre les décors luxueux et les orgies qui s'y déroulent, la dualité entre les uniformes impeccables des militaires et la débauche d'alcool et de sexe. Il est incontrôlable.
Le film atteint un budget record de plus d'1 300 000 $ et le tournage continue. Irving Thalberg, le bras droit de Carl Laemmle, est chargé de trouver une solution. Ce sera l'affrontement. Carl Laemmle m'imposa la présence de Irving Thalberg afin de mieux gérer les dépenses du film. Ah, comment ont-ils osé? Ce petit godeluro vérifiait les comptes et me demandait continuellement s'il fallait réellement des verres à champagne en cristal ou si les soldats devaient porter des sous-vêtements en soie. Bien sûr qu'il fallait que le décor, les costumes, que tous les accessoires soient le reflet exact de la vérité. C'est uniquement dans ces conditions qu'on ne triche pas avec le spectateur. Les actrices qui portent de véritables joyaux autour du cou marchent avec un port royal. Les soldats tiennent mieux leurs armes s'ils savent qu'elles sont chargées. Tout est question de conviction. On ne cherchait plus à faire des films, on cherchait à gagner de l'argent. Presque malgré moi, j'ai poussé les studios à prendre en charge la dimension artistique d'un film. À cause de moi, les Thalberg ont pris les plateaux d'assaut. Ce sont eux qui sont maintenant aux commandes. Je ne cédais sur rien. Je partais à New York défendre directement mon cas devant Carl Laemmle, mais il avait pris la décision de m'abandonner définitivement. J'ai souvent pensé qu'une malédiction pesait sur moi. Après avoir quitté Carl Laemmle et la compagnie Universal, je fus embauché par Samuel Goldwyn sur l'adaptation de l'œuvre de McTeague, Les Rapaces. J'avais prévu plus de 70 000 mètres de pellicule et le tournage dura plus de 9 mois. Nous fîmes reconstruire la plupart des décors et restâmes près de 3 mois dans le désert, par plus de 40 degrés. Nous eûmes à déplorer la mort d'un homme. La malédiction continuait. J'aurais dû me douter de quelque chose. La MGM qui avait racheté Goldwyn, la société avec laquelle je m'étais associé pour produire le film, me laissa carte blanche. Je me soumettais au jeu de la promotion, les laissant utiliser mon image. Jusqu'à ce que je croise de nouveau le chemin du petit Thalberg. À la réception des rushs, celui-ci m'interdit l'accès à la salle de montage. De mon grande œuvre, de ma fresque qui devait durer plus de 10 heures, ils en firent un ersatz de 120 minutes à peine. J'en étais tellement écœuré que j'abandonnais tout. On venait de cracher sur le squelette de mon enfant mort-né. Après avoir frôlé l'absolue création, j'en fus réduit à jouer pour d'autres. De créateur de génie, je suis devenu l'outil des médiocres. J'assumais cette transition car, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de métier dont on puisse rougir. Parallèlement, je travaillais sur des romans qui défendaient ma vision du monde et reflétaient mes opinions sur la vie. Ma route croisa celle de l'admirable Jean Renoir et de sa grande illusion. Il me proposa le rôle d'un des pilotes et je lui suggérai l'idée de la Minerve afin de justifier le fait que je puisse également interpréter le directeur de la prison, soldat reconnu blessé de guerre qui continue néanmoins à servir son pays. Notre collaboration fut teintée d'un mélange réciproque d'admiration et de respect. Carl Laemmle envisage l'après-Stroheim. Il produit Notre-Dame de Paris avec l'un des plus grands acteurs du muet, Lon Chaney. Son interprétation de Quasimodo touche le public partout dans le monde. Lon Chaney travaillera de nouveau pour lui dans Le Fantôme de l'Opéra. L'homme qui rit de Paul Leni me permit de produire le Frankenstein de James Whale avec Boris Karloff, qui reste l'un des films emblématiques de cette période.
Quelle aventure! Mais petit à petit, on m'écarte du studio Universal, et même si la profession tout entière me rend hommage pour la qualité de mon travail et pour la pierre que j'ai apportée à l'édifice du 7e art, un sentiment d'amertume pèse alors sur nous. Les pères fondateurs ne règnent plus, et les enfants ont finalement dévoré leurs parents. En 1935, le groupe Universal est vendu pour 5 millions de dollars. 4 ans plus tard, son fondateur, Carl Laemmle, s'éteignit doucement à l'âge de 72 ans. Stroheim, lui, est rappelé par Hollywood pour jouer aux côtés de Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. Même s'il n'a pas dirigé depuis plusieurs années, son talent est toujours présent et il propose au réalisateur Billy Wilder de repasser avec nostalgie les dessous de Gloria Swanson. L'image illustrerait d'une manière saisissante le lien affectif qui subsiste entre les anciens amants. On lui opposa le refus de la censure et le poids de la morale. Ironiquement, à la fin du film, il se retrouve derrière une caméra. Ce sera la dernière fois que son cri « Action » résonnera dans l'histoire du cinéma. Erich von Stroheim mourut dans son sommeil le 12 mai 1957. Il reste le metteur en scène par excellence, le réalisateur dont l'amour absolu du métier passe avant sa carrière, l'intransigeant et le puriste, l'anticonformiste et le créateur de génie. Et malgré les coûts exorbitants des films qu'il réalisa pour les studios Universal, sa collaboration avec Carl Laemmle fut profitable. Les bénéfices se comptaient en centaines de milliers de dollars. Il brossait ses scénarios sans omettre le moindre détail et écrivait pour l'œil qui savait voir. Comme Griffith, dont les films reflètent l'optimisme et la foi en l'homme et en Dieu. Comme Charlie Chaplin, plus meurtri et plus désabusé, mais qui suggère toujours la tendresse qu'il a pour l'homme. Comme Todd Browning, qui fait surgir l'émotion et dévoile l'humain enfoui sous le monstre. Erich von Stroheim a su montrer cette humanité au travers du réalisme sauvage et sans tabou qu'il imprime sur la pellicule. Il montre à la fois l'horreur de la vie et l'extase de la vie. C'est en grande partie à cause de von Stroheim que les grands patrons des studios décident de passer de l'ère des réalisateurs tout-puissants à l'ère des producteurs, préférant miser sur des hommes qui raisonnent en termes de marché et non en termes de liberté de création. Moi, Erich von Stroheim, je n'ai jamais transigé. J'ai toujours dit la vérité. J'ai voulu et je veux toujours montrer au cinéma la vraie vie, avec sa crasse, sa noirceur, sa violence, sa sensualité et, singulier contraste au milieu de cette fange, la pureté.